Bonjour, donc je m'appelle Oussama Ammar, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, je vais parler de plein de choses, mais comme on n'est pas beaucoup, même si vous êtes assez loin, à part les quelques courageux là devant, on peut essayer de faire ça interactif. Alors je sais, vous êtes français, donc vous n'allez pas le faire, donc c'est pas grave, mais je vis sur l'espoir. C'est un peu mon fonds de commerce, l'espoir. Donc si vous levez la main, si vous parlez, si vous me coupez, si vous échangez, si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, à vos risques et périls, tout ça, on peut le faire ensemble, ce sera plutôt sympa. Donc, alors, on m'a expliqué tout ce que je devais vous dire, etc. Je pense que j'ai envie de commencer par quelque chose d'assez simple, en fait. C'est de vous expliquer le rapport un peu particulier que moi j'ai au travail. Parce que j'ai un rapport un peu compliqué au travail. J'ai grandi dans une famille libanaise. Alors, quand on est dans une famille libanaise, on n'a par définition pas de chance vis-à-vis du travail parce que le travail est quelque chose de très important et les études encore plus que le travail. Et la seule vision que vous avez de toute votre enfance dans votre vie, c'est tu feras des grandes études, mon fils, comme ça tu auras un bon travail, comme ça tes enfants feront des grandes études. Alors, petit coup de chance, j'étais plutôt doué à l'école. J'ai jamais vraiment souffert, j'avais des bonnes notes assez facilement, tout ça. Mais je sentais bien qu'il y avait un problème. Et quand j'étais jeune, j'ai commencé à apprendre à programmer, j'ai commencé à programmer. Et un jour, je suis tombé sur un type, j'avais 13 ans, qui avait besoin d'un site internet. J'ai fait son site internet, il m'a donné 6 000 francs. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est 6 000 francs, mais c'était beaucoup d'argent. Et en fait, ce jour-là, il y a eu un avant et un après dans ma vie, parce que pour la première fois, j'ai fait ce que les gens considéraient être comme un travail. J'y ai pris énormément de plaisir. Et en plus, j'ai gagné ma vie. Et ce déclic, ça a été un avant et un après dans ma vie. Ce jour-là, en fait, je me suis dit, mais ils se trompent tous. Ils n'ont pas compris. En fait, ils ont tous des vies de merde, mais ils ont des vies de merde parce qu'en fait, ils n'ont pas choisi leur vie. Et donc, moi, je vais faire ce que j'ai envie. Et à partir de ce jour-là, j'ai jamais vécu ma vie autrement que comme ça. Et alors, je pense que c'est assez rare. Je pense que c'est un grand coup de chance. Je pense que j'ai eu la chance que c'est pas mal tourné, et ça aurait pu beaucoup plus mal tourner que ça a tourné pour moi, mais à chaque étape de ma vie, j'ai toujours eu la chance de faire ce que j'avais envie. Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours eu un rapport au risque qui était très particulier. C'est que j'ai eu un rapport au risque qui n'était pas du tout dans le schéma classique de planification. Alors, ça va vous paraître étonnant, mais j'ai jamais planifié ma vie à plus de 3 mois. Et encore 3 mois, c'est pour me donner une constance. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où dans ma vie, j'ai fait des choses sans savoir ce que je faisais. Par exemple, quand j'ai créé The Family, j'étais à Paris pour renouveler mon visa pour les États-Unis, parce que je vivais aux États-Unis à l'époque. Et j'ai repoussé mon billet d'une semaine, toutes les semaines, pendant 6 mois, jusqu'à créer The Family. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était planifié cette histoire. Et j'ai encore une maison là-bas avec mes affaires, et j'ai jamais eu le temps d'aller les chercher. Et ils ont tout mis, mes potes dans la coloc ont tout mis dans des cartons, et tous les mois, je reçois un email. Ça va finir par aller à la poubelle, mec. Enfin, tu te rends pas compte, il y a un moment. Et cet été, quand je suis retourné en Californie, le mec me disait, tu vas chercher tes affaires? Oui, je vais chercher mes affaires. Puis j'ai pas été chercher mes affaires. Donc ça, c'est aussi, en fait, c'est l'héritage du fait que j'ai toujours pensé que les rencontres et ce qu'on faisait dans la vie étaient intimement liés et que les rencontres étaient toujours beaucoup plus importantes que ce qu'on avait envie de faire. Que les gens cherchent toujours un sens du type je vais trouver un sens à ma vie parce que c'est ce que j'aime. Et c'est toujours biaisé parce qu'en fait, on finit toujours par aimer ce qu'on fait, hein, si on le fait bien. Enfin, c'est pas, je veux dire, j'aurais jamais imaginé être investisseur dans les startups, je peux vous dire ce secret. Pour moi, les mecs qui investissaient dans les startups, c'est les pires connards de la Terre. Enfin, je sais pas, je me suis pas levé un matin en me disant « Ah, c'est génial, je vais investir ». Non, mais ça s'est fait. Donc au début, j'ai découvert le métier, puis j'ai commencé à le faire un peu intensément. Et puis à force de le faire, j'ai fini par le faire différemment. Et à force de le faire différemment, ben, je commence à avoir une réputation dans le sujet. Et puis c'est comme ça que les choses se font dans la vie. Et j'aimerais vous raconter une autre histoire. Quand j'avais 18 ans, j'étais très inquiet sur mon futur. Parce que j'ai raté mes études au début. J'étais en prépa, ça s'est mal passé. J'ai été viré en janvier. J'ai passé l'école normale en candidat libre parce qu'il fallait que je trouve quelque chose à raconter à mes parents, donc je me suis présenté quand même à l'examen. Et j'ai été admissible, j'ai pas eu l'oral,
Et comme j'étais admissible et que j'avais fait qu'un an de prépa, les mecs m'ont dit il faut retourner en prépa. Et je dis bah non, la prépa ils m'ont viré. Mais pourquoi ils t'ont viré? Ah bah je sais pas quoi, problème de comportement, je venais pas en cours. Tu venais pas en cours? Non, non, je venais pas en cours. Bah il faut absolument retourner en prépa et repasser le concours. Et je dis ah non, moi la prépa, franchement ça vend pas du rêve. Hein. Personne n'a de vie sexuelle, les gens sont malheureux. Non, 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 franchement s'il vous plaît, me faites pas ça. Et ils m'ont dit ah on crée un truc qui s'appelle le diplôme de l'école normale. Tu devrais rentrer, c'est une admission parallèle, on va faire un dossier. Je vais t'écrire une lettre et tu vas rentrer. Et donc, je suis rentré à Normal Sup. Et alors, j'espère qu'il n'y a pas de normalien dans la salle, sinon je vais vexer. Normal Sup est l'un des endroits les plus déprimants sur Terre. Parce que c'est, je pense, un symbole et une concentration de ce qui se passe en France, qui est le tout ça pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est le tout ça pour ça? C'est qu'en France, il y a un mismatch énorme entre ce qu'on raconte aux gens et ce que les gens ont. Et cette distance, on commence en tant que génération à la ressentir, on commence à se dire il y a un problème en fait. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte en France? On nous raconte qu'il y a une élite, que cette élite est très privilégiée et que cette élite, elle est méritocratique parce qu'elle a passé un concours. Maintenant, quand vous êtes dans le circuit des concours, vous avez deux façons de voir ça. Soit vous comprenez la part chance qu'il y a dans les concours, qui est énorme, soit vous vous aveuglez et vous n'y croyez pas et vous croyez sincèrement que vous avez des pouvoirs magiques et que vous venez d'atteindre l'élite de l'élite. Premier jour à Normal Sup, je me souviendrai toute ma vie de ce discours où le type explique qu'on est la crème de la crème. Alors moi, je me suis dit, tu sais, en même temps, la crème de la crème, ça ne veut pas dire grand-chose. Si tu prends de la crème et que tu essaies d'en faire de la crème, ça reste de la crème. Enfin, il n'y a pas vraiment de différence, à aucun niveau, hein, ni moléculaire, ni chimique. Donc, bizarre ton truc. Et il dit, et maintenant, vous allez pouvoir devenir prof. Et là, l'effondrement. Il faut savoir qu'un normalien sur deux finit en ZEP, à donner des cours au collège, et c'est un drame. Moi, tous mes copains de l'école, je me dis, mais vous ne pouvez pas faire ça, quoi. Vous pouvez pas... D'abord, c'est pas sympa pour les pauvres élèves au collège, parce que quand vous prenez un premier de la classe qui n'a jamais eu de difficulté, et vous le mettez en ZEP, moi, je me souviendrai toute ma vie d'une amie qui post-agrég de philo, arrive en ZEP et me dit... Je ne comprends pas, j'ai essayé de leur faire lire Kierkegaard. Alors, déjà, ils ne connaissent pas Kierkegaard. Et en plus, alors, au-delà de ne pas connaître, bon, ok, tu as 14 ans, tu ne connais pas Kierkegaard, bon. Mais ils ne veulent même pas lire. Oui. Eh bien, tu sais, tu devrais essayer une autre approche, etc. Et donc cette dépression, c'est une douche froide. Mais c'est une douche froide qui a des conséquences. Hein. La cellule psychologique de Normal Sup, c'est une cellule très active. Il y a énormément de soutien, vous passez devant le psychologue, vous avez énormément de gens qui ne comprennent pas, et c'est le phénomène du tout ça pour ça. Pourquoi? Parce que 99% des gens dans cette école, j'exagère sans doute, mais par rancœur, mais beaucoup de gens dans cette école ne sont pas rentrés dans cette école parce qu'ils voulaient rentrer dans cette école. Ils sont rentrés dans cette école parce que c'était la meilleure école. Et en fait, vous avez là en fait, le problème qui se pose à la plupart des gens, c'est qu'il y a un mismatch entre ce qu'ils ont envie et ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont pas drivés par ce qu'ils ont envie, mais ils sont drivés par ce qui est nécessaire de faire. Par exemple, c'est l'exemple typique des gens qui mangent dans des grands restaurants parce qu'ils sont riches. Alors, la plupart des gens ne supportent pas la cuisine des grands restaurants. C'est très sophistiqué, c'est très compliqué. Il faut avoir une vraie éducation du palais. Ça ne se fait pas, on ne vient pas dans un grand restaurant et on prend plaisir. Non, c'est du travail de prendre plaisir dans un grand restaurant. Et bien, il y a énormément de gens qui vont dans ces restaurants, non pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'ils sont riches. Et ils se disent, si je peux me l'offrir, ben, je dois y aller, parce que c'est comme ça. Un autre exemple très connu, c'est vous demander aux gens dans quel quartier ils veulent vivre, de décrire le quartier idéal. Vous avez 30% des gens qui déclarent vouloir vivre dans l'isolement, au calme, pas de bruit familial, etc. Et vous avez à peu près 70% des gens qui déclarent vouloir être dans des quartiers animés, avec des commerces, des restaurants, des bars, etc. Et ensuite, vous prenez ces mêmes gens, prenez leur déclaration, et vous regardez où ils vivent. Et vous savez quel est le critère le plus simple pour deviner où quelqu'un vit? Son revenu mensuel. Ça n'a rien à voir avec sa déclaration de préférence. Le type peut vous dire « Ah, je rêverais d'être dans un quartier avec des bars, etc. » Pour peu qu'il gagne plus de 10 000 € par mois, il sera dans le 16e. C'est pas de bol quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mismatch énorme entre ce que les gens veulent et ce que les gens font. Et ils n'en sont pas conscients. Ils n'en sont pas conscients parce que tout autour d'eux leur rappelle ce genre de choses. D'abord, il y a l'influence des pairs, parce que quand vous gagnez beaucoup d'argent,
vous fréquentez des gens qui ont beaucoup d'argent et vous avez une sorte d'influence. Alors un autre exemple très connu de mécanisme design, c'est le fameux 4e plat. Vous êtes au restaurant, vous voulez faire une blague à un type, vous lui demandez de choisir un plat et vous le faites commander en dernier et vous dites à vos 3 copains d'avant de commander le même plat. 9 cas sur 10, le type change de plat. Pourquoi? Tout simplement parce que l'influence du groupe est trop forte. Et on s'en fout, peut-être qu'il n'aime pas en plus le plat. En plus, après, quand vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes déçu ou pas déçu par le plat que vous avez pris, les gens disent, ah oui, non, j'aurais dû prendre mon truc, je ne sais pas pourquoi j'ai cédé. Et en fait, je pense que l'un des des anticorps qu'il faut développer, c'est de commencer à en avoir rien à faire de ce que les gens pensent. Alors c'est hyper facile à dire, hein. Tout le monde a envie de dire ça, tout le monde dit je me fiche de ce que les gens pensent, etc. En général, pour atteindre ce stade-là, il faut avoir quelques petites rébellions en chemin, et ces rébellions coûtent cher. Et alors, un autre aspect souvent, pour les gens dans votre cas, qui est un autre phénomène, une grande tendance que les gens ne voient pas, c'est l'effet Tiger Woods. Alors qu'est-ce que c'est l'effet Tiger Woods? Tiger Woods, je pense que vous connaissez tous parce qu'il avait une femme par ville, mais avant ça, il était un champion de golf. Et il a une particularité en tant que champion de golf, c'est le champion de golf de l'histoire ayant les résultats les plus consistants ever. C'est qu'il a été premier à tous les tournois de façon continue pendant des années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tournoi où il a raté, il n'y a pas un tournoi où il était fatigué, il n'y a pas un tournoi où il avait une femme par ville. C'est pour vous dire le niveau de commitment du type, quoi. Et un jour, je me suis dit, mais c'est quand même marrant, je ne suis pas particulièrement fan de golf. En général, je regarde le golf pour m'endormir, vous savez, très tard, des mecs qui tapent dans une balle, il y a du gazon, ça détend. Et j'ai commencé à lire sa bio, et j'ai commencé à regarder ses résultats, et j'ai découvert que Tiger Woods avait passé 4 ans à alterner entre 4e et 7e mondial. Et qu'il plafonnait à 4e mondial et qu'il n'arrivait pas à monter. Alors, un peu d'économie du golf, 4e mondial, revenu moyen d'un golfeur au 4e place mondiale, c'est 10 millions par an. C'est le revenu moyen de cette position, 10 millions par an. Le numéro 1 au golf, Tiger Woods, c'est 1 milliard par an de revenus. Vous voyez le gap. Mais 10 millions, 1 milliard, ça ne change pas grand-chose à la vie. Hein. Vous n'avez pas de... À moins d'être Elon Musk et de vouloir aller sur Mars, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, quoi. Et Tiger Woods a rencontré un coach parce qu'il était frustré, il a changé de coach plein de fois. Et il y a un coach qui lui a dit, je vais te dire ce que personne n'ose te dire, c'est que tu es 4e mondial parce que ton swing est pourri et tes réflexes musculaires sont pourris. Et il y a une seule façon de faire, c'est qu'il faut désapprendre. Il faut désapprendre, ouais. Donc pour désapprendre, il faut 3 ans. Et pendant 3 ans, tu vas plonger dans le classement. Et Tiger Woods est passé de 4e à 12e, 20e, 100e, 200e, 400e, à tel point qu'on a même oublié son existence. Et quand il a touché le fond, il a commencé à remonter. Et ensuite, il est devenu premier, et il est devenu premier systématiquement. Alors maintenant, ça porte un nom, ça s'appelle le Tiger Woods Effect. C'est que l'histoire que tout le monde veut se raconter face au changement, c'est toujours la même. C'est « j'ai envie de changement, je vais faire un truc super de ma vie, je vais trouver du sens, donc je vais le faire, et tout va bien se passer ». Le problème, c'est que par définition, quand on change, on est obligé de passer par du moins bien. Il y a forcément dans toute courbe d'apprentissage un choc comme ça. Et alors ce choc peut être plus ou moins violent, on peut tomber plus ou moins bas, mais il faut être conscient que ça va descendre. Ça ne peut pas monter. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on aime que ça se passe bien. En général, c'est plutôt l'inverse. Parce que comme on fait quelque chose qu'on aime, on se sent libéré de plein de choses, et donc on croit que tout va aller bien, et on a beaucoup moins de facilité à gérer l'effort que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'un des sujets. Vous savez, beaucoup de gens disent qu'il faut suivre ses passions, etc. Je pense que je fais partie de ces gens-là. Mais ce qu'on devrait dire plus explicitement aux gens, c'est qu'il faut suivre les endroits où vous êtes prêt à souffrir plus qu'ailleurs. Parce que forcément, à partir du moment où vous décidez de faire quelque chose d'intensément, que vous décidez de faire quelque chose d'un peu en dehors des chemins battus, que vous décidez de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, bah, vous n'avez pas d'autre choix que de le faire avec intensité. Et quand vous le faites avec intensité, les résultats au début ne sont pas à la hauteur de l'intensité que vous investissez dedans. Et c'est pour ça que 90% des gens abandonnent. C'est pour ça que 90% des gens ne changent jamais de vie. C'est pour ça que 90% des gens passent leur temps à rêver de la vie qu'ils n'auront jamais. Non pas parce qu'elle ne leur est pas accessible, mais tout simplement parce qu'ils ne seront jamais prêts à payer le prix qu'il faut payer pour ça. Et en plus, c'est une assez vieille leçon. Moi, c'est un truc que j'ai compris grâce à Mitterrand.
Je vais vous raconter ça. Je suis trop jeune pour avoir connu Mitterrand. Mais quand j'étais tout petit, je sais pas, je devais avoir 8 ans, 9 ans, j'ai vu un truc à la télé, une sorte d'interview métaphysique de Mitterrand, où il y a El Kabbach qui, quand Mitterrand était à la fin de sa vie, lui posait des questions du genre « Et votre rapport à la mort, quel est-il » Et alors Mitterrand, il réfléchit « Vous savez, la mort, ce peut être qu'un début. » C'est assez surréaliste comme interview. Et à un moment, il y a un passage qui m'a vachement marqué où Mitterrand se fait poser cette question. El Kabbach dit « Monsieur le Président, est-ce que c'est facile de devenir président ?» Et alors Mitterrand a un long silence profond, et puis il dit « Oui, c'est très facile, il suffit de le vouloir. » Et alors, dans les commentaires de l'interview, El Kabbach, une réaction d'El Kabbach, quoi. Il dit « Ah là là, ce type de gauche, qu'est-ce qu'il est arrogant. De toute façon, maintenant il est mort, je peux le critiquer. Il ne se rend pas compte, il croit que c'est facile d'être président parce qu'il l'a voulu, alors que c'est du travail, il faut connaître les relations internationales, il faut faire des études. » Bon. Et en fait, j'ai longtemps réfléchi et un jour, j'ai entendu cette même phrase dans la bouche de quelqu'un d'autre et j'ai compris ce que ça voulait dire. Ce que Mitterrand voulait dire, c'est que de toute façon, des gens qui veulent être président, il n'y en a pas. Ça demande un tel niveau de folie, ça demande un tel niveau de sacrifice personnel, ça demande une telle abnégation de tout ce qui fait qu'on est humain, parce que je peux vous dire que c'est un métier que personne ne devrait envier, que de toute façon, les gens qui sont assez fous pour vouloir l'être, le deviennent forcément. Alors, ça prend du temps, ça prend de l'effort, mais ils le deviennent. Et quand vous regardez, en fait, la plupart de ces métiers d'exception, rockstar, président, je sais pas, homme d'affaires, etc., souvent, l'image qu'on projette d'eux, c'est une image qui est orientée sur l'extérieur et c'est une image qui reçoit, en fait, le message qu'ils transmettent. Or, il y a un problème, c'est que ces gens-là sont maîtres de l'art de transmettre leur histoire. Je veux dire, par exemple, nous, on le voit à The Family, nos startups, la première chose qu'on leur apprend, c'est quelle que soit leur situation, que tout le monde pense que c'est un succès fabuleux. Ben vraiment, vous imaginez pas le nombre de startups qui, il y a 3 jours, étaient en faillite, 3 jours après, ils sont sur BFM, et il y a l'autre avec ses sourcils qui est en mode « Ah, mais c'est formidable, les startups, oh là là, les petits jeunes !» Parce que ça fait partie du jeu. Parce que vous n'êtes pas là pour raconter la vérité. En public, en tant qu'entrepreneur, vous êtes là pour vous vendre. Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. Vous êtes là pour faire croire que tout va bien et c'est votre boulot. Et en fait, c'est pour ça que les entrepreneurs vivent dans une schizophrénie affreuse. D'ailleurs, nous, à The Family, on appelle ça la double page. C'est-à-dire que vous imaginez que sur une page, vous écrivez ce que le monde doit savoir et sur une page, tout ce que vous devez vous rappeler. Et quand vous mettez la page, vous ne voyez pas la même version que le monde extérieur. Vous voyez le concept? Ça demande beaucoup de discipline. Ça demande un mental d'acier. Ça demande... La plupart des gens cassent face à ça parce que tout simplement, ils ne sont pas habitués à vivre dans cette schizophrénie. Et par ailleurs, c'est plutôt mieux que la plupart des gens ne soient pas habitués à vivre dans cette schizophrénie parce que ça finit toujours par provoquer des effets un peu bizarres. Mais quand vous voulez atteindre ce genre de métier, quand vous voulez atteindre ce genre de fonction, vous êtes obligé de faire ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe dehors? Ce qui se passe dehors, c'est que les gens comparent leur intérieur à l'extérieur des autres. Et c'est un jeu qu'on fait tous. On regarde les gens, on regarde leur extérieur, on regarde les signaux qu'ils envoient, et on compare ça non pas à notre extérieur, mais on le compare à notre intérieur. Et en général, c'est catastrophique. On se dit, je ne suis pas à la hauteur, je ne comprends pas comment il fait, je ne serai jamais comme ça, etc. Et si vous regardez la plupart des gens qui ont du succès ou des facilités, c'est des gens qui comparent leur extérieur aux extérieurs des autres. Et qui disent, bon, finalement, je ne suis pas si mal. Et notamment, je me souviens, quand j'étais en prépa, première semaine, j'ai une amie qui rentrait à Normal Sup, et plutôt première dans les concours, et je me souviens toute ma vie, j'étais assis à côté d'elle, et je lui dis, alors, tu veux faire quoi? Pourquoi tu es en prépa? Elle me dit, c'est parce que je veux faire Ulm. Et alors, c'est un peu drôle, les prépas littéraires, parce que les gens n'avouent jamais qu'ils veulent faire Ulm. Parce qu'il y a tellement peu de place, il y a tellement de gens en prépa, que ça fait un peu, tu veux faire quoi? Je vais être roi du monde. Alors, elle dit, je vais faire Ulm. J'ai dit, ah bon, waouh, c'est ambitieux, mais tu sais, c'est quand même un concours compliqué, etc. Elle me dit, oh, ouais, c'est ça. J'ai dit, putain, elle est pas mal, elle. Tu m'expliques? Elle me dit, écoute, je vais te la faire simple. Mon père a fait Ulm, ma mère a fait Ulm, mon oncle a fait Ulm, mon cousin a fait Ulm, et c'est pas des flèches.
Vous comprenez la comparaison de l'extérieur? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont pas de problème avec eux-mêmes, ils ne regardent pas leur intérieur, ils regardent leur extérieur. Et ils disent, bon, bah, si lui, il l'a fait, bah, pourquoi moi, je ne le ferai pas? Et d'ailleurs, nous, dans notre portefeuille as a Family, c'est l'une des façons les plus simples de motiver les gens en groupe. Vous prenez les types qui ressemblent moins à quelque chose, vous les mettez sur scène et vous leur faites raconter leur succès. Je me souviendrai toute ma vie, on a une boîte qui s'appelle Algolia, qui est l'une des boîtes les plus successful de notre portefeuille. C'est deux ingénieurs extraordinaires, mais il faut le dire, ils le savent, ils ne brillent pas par leur charisme. Quand vous les voyez, vous ne vous dites pas, ces deux types, c'est les rois du monde. Non, non, vous vous dites, mon Dieu, ok, on peut les aider? Enfin, ça se passe comment? Et quand ils ont fait leur première levée de fonds, alors moi j'ai une passion pour les underdogs. J'adore les gens, dans lesquels personne ne croit et où vous voyez quelque chose de spécial et vous êtes le seul à aller. Et vous passez pour un fou jusqu'au jour où ils sont successful. Et la fois où ils ont levé des fonds pour la première fois, on a organisé une petite fête. Alors on n'était pas beaucoup à l'époque, il y avait 12 startups as a Family. Et on les avait mis sur le fauteuil de l'appart où on vivait à l'époque, qui était l'appart bureau dans lequel on travaillait. Et on leur a fait raconter leur levée de fonds. Alors vous devez imaginer deux geeks sur le fauteuil qui regardent leurs pieds et qui disent oui, la levée de fonds, bon, c'était compliqué, mais bon, on a réussi, puis on a fait ci, puis on a fait ça. Et dans la salle, il y avait un blanc. Et j'ai vu les gens se lever un par un. Il y avait un cocktail après. Et à la fin du discours, il n'y avait plus personne. Et il n'y a personne qui est resté au cocktail. Et tout le monde se levait en mode Oussama, je suis désolé, mais on va retourner bosser en fait. On va retourner bosser. Et je dis mais ça va pas? Il me dit non, c'est super pour eux. Hein. C'est super qu'ils aient levé. Hein. Mais pourquoi ils ont levé? Et c'était vraiment un choc émotionnel. Parce que pourquoi? Parce que quand vous entendez des histoires d'entrepreneurs, vous voyez des types, des Mark Zuckerberg, et vous dites « je ne serai jamais ça ». Quand vous voyez des types comme ça qui ont fait vachement mieux que vous, alors que vous dites « mais c'est pas vrai », mais ça vous met dans une rage intérieure pas possible, et vous rentrez chez vous et vous bossez en fait. Et c'est marrant parce qu'à peu près la dizaine de boîtes qui étaient là ce soir-là, je pense qu'il y en a 9 qui sont successful aujourd'hui dans notre famille. J'exagère pas. Mais je vois très bien pourquoi. Parce que tout simplement, les gens se sont dit c'est possible. Alors, par exemple, il y a une autre histoire dans le sport très célèbre que j'adore. C'est que jusque dans les années 80, personne n'avait jamais battu le record du 100 mètres en moins de 10 secondes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Les médecins venaient à la télé et ils expliquaient, ils disaient il est physiquement impossible pour un homme de dépasser les moins de 10 secondes parce que la musculature, génétique, blablabla, machin. Beaucoup de gens qui sont passés pour des cons. Et en fait, un jour, il y a un mec qui était, je crois, 60e mondial ou 70e mondial, qui a une compète amateur. Hein. Je sais pas, il fait beau, la piste est sèche, il se sent bien. Bam! 9 secondes 80. En 6 mois, le record a été battu 89 fois. En 6 mois. C'est-à-dire que d'un seul coup, les types disent « mais attends, c'est quoi cette blague? Lui, il l'a fait, mais moi aussi, je vais le faire. » Et tous les jours, il y avait une annonce, ça a duré 6 mois, et pendant tous les jours, il y avait une annonce de « le record du monde a été battu, le record du monde a été battu. » Ah bah le record du monde a encore été battu. Jusqu'à atteindre un nouveau palier, et puis après, il y a eu Ocean Bolt. Donc, vous voyez, souvent, la psychologie et la perception et notre capacité à nous projeter dans ce qu'on a envie de faire est en fait dramatiquement dépendante des histoires qu'on nous raconte. Alors, il y a une bonne technique pour ça, c'est le mensonge. Il y a une très bonne technique pour ça, c'est le mensonge. Par exemple, une des choses qu'on fait avec nos entrepreneurs à longueur de journée, c'est qu'on leur ment sur leurs capacités. Et ça marche très bien avec les enfants. C'est que les entrepreneurs et les enfants, c'est en général le même combat. C'est, vous voulez que votre enfant aille bien, dites-lui qu'il est le plus beau sur Terre. C'est connu, ça a été documenté des milliers de fois. Évidemment que le gosse va finir par comprendre que c'est pas vrai. Mais ça donne une forme de protection, ça donne une forme de joie où pendant ces moments-là, on y croit tellement qu'on bâtit c'est une forme d'anticorps psychologique en fait. Et en fait, on ne le fait pas assez avec nous-mêmes. On ne le fait pas assez. Alors évidemment, il y a la version américano-positive de ça. Vous vous regardez dans la glace, vous dites I'm a winner. Et ça finit en général en France par I'm a sucker. C'est vraiment là. On n'y croit pas. Et alors, évidemment, on n'a pas la chance d'avoir une culture transactionnelle anglo-saxonne où il suffit d'avoir un type sur scène qui, vous savez, qui saute en disant
tout le monde est trop fort et tout le monde saute en disant on est trop fort. Non, ça marche pas. Mais par contre, on peut faire la version littéraire de ça. Alors la version littéraire de ça, c'est qu'il faut lire plein de biographies. Et ça, c'est un vrai instrument de changement personnel, c'est de lire la vie des autres. Pourquoi? Parce qu'elle est pipotée. Il n'y a pas une biographie qui est vraie. Et c'est pour ça qu'elles ont de l'intérêt. Elles ont de l'intérêt parce que, justement, comme tout est pipoté, on finit, à force d'en lire et à force de vivre dans ce monde imaginaire, par croire que ce genre de choses sont possibles. Et en fait, ce genre de choses ne sont pas possibles en continu, mais il y a forcément des accidents dans la vie qui les rendent possibles. Il y aura toujours un moment où vous aurez un coup de chance, et il y aura deux rapports par rapport à ce coup de chance. Soit vous le saisissez, soit vous l'ignorez parce que vous n'avez pas été entraîné à y croire. Et la chance, en fait, c'est... Il y a une explication, on pourrait faire un cours de physique quantique sur la chance. Il y a une explication très simple à la chance, c'est que notre monde n'est pas, n'est pas déterminé, quoi. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est déterminé, mais il y a des grands indices qui pourraient tendre à croire qu'on n'est pas déterminé. Et donc, si vous vous dites que dans la vie de tout le monde, il y a un stock alpha de chance qui apparaîtra, et il y en a toujours, il y a toujours un hasard, une rencontre, une opportunité, quelque chose, et ben, ce qui fera la différence entre les gens, c'est la capacité à saisir cette chance ou pas la saisir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui semblent avoir beaucoup plus de chance que d'autres. C'est parce qu'il y a des gens qui sont tellement entraînés à y croire, vous savez, c'est les fameux gens qui croient à leur étoile, comme on dit, que forcément, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils sautent dessus, ils le prennent et ça crée un cycle à peu près positif. Et d'ailleurs, ces gens, en général, ont un biais positif et un biais optimiste, c'est qu'à chaque fois que leur chance n'a pas fonctionné, ils ne s'en souviennent pas. C'est la clé des gens chanceux. Par exemple, moi, je fais partie des gens qui pensent être très chanceux. Si vous me demandez toutes les fois où ma chance n'a pas fonctionné, c'est hyper flou, quoi. Ouais. Alors, par contre, toutes les fois où ma chance a fonctionné, je peux vous tenir jusqu'à demain matin avec des histoires complètement dingues. Vous allez même croire que je mens. Mais en fait, non. Parce que c'est la seule chose dont je me souviens. C'est quelque chose que j'entretiens. Et même si, au fond de moi, j'ai conscience que tout ça n'est qu'une construction psychologique, c'est une construction psychologique géniale. C'est l'une des meilleures drogues. Vous produisez de l'ocytocine, de la sérotonine et de la dopamine en même temps. C'est ça la chance. Donc il faut pas hésiter, à vivre dans un univers où les histoires des autres inspirent. Et les biographies sont un instrument incroyable pour ça. Et en plus, bizarrement, les gens adorent raconter leur vie. D'abord parce qu'ils savent qu'ils peuvent la piper. Donc c'est quand même un truc. Vous savez, il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça à l'école, mais à l'école, on apprend cette histoire-là du contrat biographique, où l'auteur, au début, je ne me souviens plus qui est le premier à avoir fait ça. Non, Rousseau, justement, il a fait un contrat, parce que Rousseau a dit qu'il dirait la vérité. Mais le premier, c'est celui qui a dit qu'il ne dirait pas la vérité. C'était, il a une biographie interminable, Mémoire d'outre-tombe. C'est qui? Chateaubriand. Ah, Chateaubriand. Donc, Chateaubriand, dans le genre assommant, lui. Chateaubriand, dans son contrat biographique, dit « Bon, à chaque fois que quelque chose n'est pas en ma faveur, je vais l'oublier, et tout ce que je pourrais enjoliver, je l'enjoliverai. Mais t'es prévenu, lecteur. » Et c'est le premier. Et alors, Rousseau est venu avec un contre-contrat biographique, qui est de dire « Je dirais la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, même les choses les plus affreuses, notamment que j'ai abandonné mes enfants. » Après avoir écrit un bouquin sur l'éducation. Comme dirait mon associé Nicolas Collin, on ne peut pas écrire et faire, c'est soit l'un, soit l'autre, donc ça se tient en fait. Il y a une étude historique qui a été faite au HESS entre à quel point les faits relatés par Rousseau sont véridiques et vérifiables, et à quel point ceux de Chateaubriand le sont. En fait, le taux de fiabilité de la biographie de Chateaubriand est bien plus élevé que celle de Rousseau. Parce qu'en fait, c'est très dur de dire la vérité. Parce qu'à partir du moment où vous vous mettez en tête de dire la vérité, bah vous allez omettre plein de choses. C'est une forme de mensonge par omission. Puis ça va déformer toute l'histoire. Et Rousseau est victime de ça, en fait. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est un peu la même chose par rapport à votre propre vie. Évidemment qu'on a tous des choses dramatiques qui nous arrivent. Évidemment qu'on a tous des choses tristes qui nous arrivent. Et évidemment qu'on peut tous vivre dans ça. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la résilience, qui fait que d'abord, on peut oublier les choses tristes plus rapidement que les choses joyeuses, que c'est une très bonne protection chimique dans la vie, et qu'en fait, en France, on a une particularité mondiale, je peux vous le dire parce que je ne suis pas français, c'est qu'on a une tendance à vivre la vie dans l'autre sens. C'est qu'en France, à chaque fois que vous voulez avoir une... C'est quoi la notion d'intimité en France?
c'est que vous connaissez toutes les pires horreurs sur votre ami. C'est notre définition nationale de l'intimité. Notre définition nationale de l'intimité, c'est que si quelque chose de grave vous arrive, vous le partagez. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a pas tous besoin de proches avec lesquels on partage ce genre de choses. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a un risque à plonger de l'autre côté de la barrière et qu'il y a un risque, en fait, à subir cette culture au-delà du raisonnable. On a tous besoin de sincérité avec quelques personnes, mais on a tous besoin de préserver l'image qu'on a de soi-même. Et s'il y a quelque chose qu'on n'apprend pas à faire en France, c'est ça. Vous savez pourquoi les gens ne savent pas parler en public en France? Pourquoi? Parce qu'à l'école, on nous a toujours appris que celui qui levait la main, c'était le garçon le plus insupportable de la classe. Pourquoi en France, on ne sait pas raconter des histoires? Parce qu'à aucun moment, on nous a demandé, quand on était petit, de positiver ce qui nous arrivait. Regardez les dissertations qu'on nous fait écrire. Pourquoi on nous fait lire Les Misérables? Mais c'est un vrai sujet. Vous savez, Les Misérables, aux États-Unis, c'est un livre qui est interdit aux moins de 16 ans. C'est pas une blague. À l'école, on ne peut pas lire Les Misérables avant 16 ans. Pourquoi nous, on nous le donne dès la 6e? Parce qu'on veut que... On a cette approche qui est de dire que le réalisme et cette forme de vérité est plus importante que le bien-être des gens. Alors, effectivement, vous pouvez tomber dans l'extrême inverse. Vous pouvez devenir californien, avoir les dents blanches et vivre dans un monde aseptisé. Mais il y a forcément un équilibre entre les deux. Il y a forcément une position où les choses vont plutôt bien. Et apprendre à raconter les histoires sous leurs meilleurs jours, ce n'est pas simplement une histoire de mensonge, c'est aussi une histoire de générosité vis-à-vis des autres. Et c'est cet élément qu'on oublie dans la culture française. Parce qu'à force de ne pas savoir raconter le meilleur, de ne pas savoir raconter sous le bon jour, on finit en fait dans une société de défiance parce qu'on ne le fait pas, non pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais on ne le fait pas parce qu'on a peur des conséquences de le faire. On a peur d'être jugé, on a peur qu'on pense du mal de nous, on a peur d'être catégorisé dans la case bullshit, etc. Et tout ça en fait devient une sorte de psychose nationale dont les gens ne sortent pas. Et quand les gens, un jour dans leur vie, se disent « j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de trouver du sens », ils ont une définition du sens qui devient donc totalement biaisée. Parce que d'abord, ils n'ont jamais réellement appris à être égoïstes, parce qu'on n'apprend pas ce genre de choses. Regardez, le premier exercice qu'on apprend à l'école américaine, c'est show and tell. Est-ce que vous connaissez show and tell? Vous ramenez un objet et vous devez raconter la meilleure histoire de cet objet. Prenez 10 Français et faites un show and tell et on va bien rigoler. Ouais, alors bon, c'est un bouquin, quoi. Mais on ne peut pas revenir sur des années d'éducation, on ne peut pas changer. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire de devenir américain, on ne deviendra pas américain. Enfin, moi, j'ai vécu 3 ans en Californie, j'ai atteint un stade de reniement de tout ça qui était trop intense. Mais il y a des choses qu'on peut prendre, il y a des choses qu'on peut appliquer. La France et les États-Unis partagent un point commun extraordinaire, c'est que c'est 2 pays universalistes. C'est rare les pays universalistes. Un Américain pense que ce qui est bon pour un Américain est bon pour le monde entier. Un Français pense que ce qui est mauvais pour un Français est mauvais pour le monde entier. Donc on a cette espèce de pont universaliste qui lie nos nations. Et effectivement, si tu veux, caricaturalement aujourd'hui, tu as 4 grands schémas de pensée dans le monde. Tu as le schéma asiatique, qui est un schéma antidémocratique, et antidémocratique au sens le plus profond de démocratie, pas au sens des mecs qui mettent un bulletin de vote. Non, démocratique au sens où tu es dans une file d'attente de cinéma. C'est un truc qui m'a toujours impressionné à Hong Kong. Et tu as toujours des mecs qui passent devant tout le monde. Et si par exemple, un jour j'étais à Odéon et il y a Jospin qui venait regarder un film. Et il est passé devant tout le monde et il y a un mec qui fait « tu te prends pour qui ?» Et il a dit « mais monsieur, je suis le Premier ministre de la France. » Et alors, moi je suis la reine d'Angleterre. T'attends comme tout le monde. Donc voilà comment on parle à nos ex-premiers ministres en France. Et le type se dit « mais j'ai fait tout ça pour ça, quoi. » Enfin, je peux même pas, j'ai même pas le privilège de passer devant les autres au cinéma. À Hong Kong, quand tu attends dans une file de cinéma, tu as des mecs qui arrivent en Bentley, il y a un chauffeur qui ouvre la porte, le mec sort, et tu as tout le monde qui s'écarte pour le laisser passer. Et si tu as un type qui râle, tu sais, tu as toujours un Australien ou un Américain qui est dans le coin pour râler, le type se tourne et te regarde avec un regard très fort et dit « Do you know who I am ?» Tu vois, ça c'est l'antidémocratie. Moi, quand je travaillais dans un fonds d'investissement à Hong Kong, je me faisais engueuler par mes associés qui me disaient « Mais pourquoi tu dis merci au restaurant ?» Devant des clients en plus.
Je sais pas, on m'a servi, on m'a expliqué qu'il fallait dire merci. Non, non, mais attends, non, on ne dit pas merci à des esclaves. Et ça, c'est comme ça, c'est un paradigme, c'est une vision du monde. Alors, les zones antidémocratiques, actuellement, tu as la Chine, qui a un milliard vraiment spécial, où en fait, en plus, c'est une forme d'aristocratie très particulière, parce que c'est une aristocratie actualisée par l'argent. C'est-à-dire que tu imagines, en fait, pour comprendre la Chine, il faut que tu imagines qu'au-dessus de la tête de chacun, il y a un compteur invisible. Sur ce compteur, il y a marqué combien il vaut. Et que s'il change, le rapport aux gens change. C'est-à-dire que c'est pas comme en France, quand on était dans une zone non démocratique, c'était une noblesse de sang. Ou parce que tu es le fils de... Non, si tu as perdu l'argent de tes parents, tu es foutu. Il n'y a rien qui te sauvera. C'est vraiment une forme d'actualisation permanente. Et il y a des jours tu montes, il y a des jours tu descends. Et ça donne des trucs très drôles. Par exemple, moi j'adore regarder vous savez, les soap opéras chinois. Et dans les soap opéras chinois, tu as des histoires d'amour entre une femme qui va se marier avec un type qui a de l'argent et un type dont elle est amoureuse. Et à la fin, elle quitte le type dont elle est amoureuse, évidemment, pour le mec qui a de l'argent. Et tu as tout le monde qui est là, oh, trop cool. Et tu as tous les Occidentaux qui regardent ça et qui disent, alors que nous, tu vois, c'est l'histoire inverse. Et eux, quand ils regardent les histoires inverses, ils disent, mais vous êtes fous, en fait. Vous êtes pas bien. Et ça donne des proverbes très drôles. La beauté se fane, l'amour se perd, mais l'argent reste. Tu vois, c'est comme ça. Donc, tu as cette première zone. Alors, ils sont 1,6 milliard, ils sont beaucoup. Ils sont dans une dimension parallèle, on n'imagine pas à quel point. Par exemple, si vous regardez dans la recherche génétique, aujourd'hui, la Chine est leader mondial de la manipulation génétique humaine. Ça s'appelle CRISPR. Vous pouvez taper, si vous voulez voir un bon moment, tapez CRISPR. C'est une nouvelle technologie qui vient de sortir, qui permet d'éditer le génome. Et les sociétés leaders dans le monde sont chinoises. Par exemple, vous pouvez éditer le QI de votre enfant pour moins de 10 000 $. Vous pouvez éditer... il y a l'armée chinoise qui lance des programmes de super soldats. Vous savez, comme dans les films, avec des super capacités, des super muscles, des super hormones, etc. Donc ils font des petits bébés éprouvettes, etc. Ça, c'est actuel, hein. C'est pas de la science-fiction, c'est pas... Donc, ça. Ensuite, tu as la deuxième grande zone qui est l'Europe du Nord, qui est une zone extrêmement égalitariste et donc qui va s'effondrer sur elle-même à cause de l'ouverture. Parce que plus tu es égalitariste, plus tu es raciste. C'est tout bête comme concept. C'est qu'à partir du moment où tu vis dans une société où le contrat social est très fort, dès que tu as quelqu'un qui rentre dans ce contrat social et qui ne le comprend pas, bah, ça crée une réaction de rejet. C'est comme ça que la Norvège est passée de Bisounours-land à 29% de l'extrême droite aux dernières élections en moins de 4 ans. Et les gens disent « mais je ne comprends pas, c'est les mêmes Norvégiens, les mecs étaient cool, ils sont tous devenus néo-nazis ». Ensuite, tu as l'Europe continentale avec les pays de transition. La France, l'Allemagne sont des pays de transition. C'est des pays qui sont en tension entre leur culture sud et leur culture nord. La France, c'est un pays extraordinaire pour ça. Vous avez Polytechnique à côté il faut que je trouve quelque chose de pas vexant. Vous avez compris. donc, les pays de transition comme la France ont comme caractéristique en plus de jamais vraiment savoir où elles sont. Et ensuite, il y a les pays anglo-saxons, Amérique, Angleterre, Canada. Vous avez vu le Premier ministre canadien qui fait rêver le monde entier. Ça n'arrivera jamais ailleurs. Hein. Enfin, c'est pas la peine de... Il faut tellement de choses profondes dans la société pour avoir un type beau, intelligent, ouvert. Nous, en France, on a l'un ou l'autre. Hein. On ne peut pas avoir les trois par définition. Donc, pour reprendre ma petite histoire, je pense qu'un autre élément qui est très important sur toutes ces histoires de switch et de changement de carrière, c'est qu'il faut comprendre en plus la différence entre théorie du capital et théorie du signal. Alors, en sociologie, il y a deux grandes théories pour expliquer le marché du travail. Il y a une école française qui s'appelle la théorie du capital humain, qui dit que le but de l'école, c'est d'apprendre des choses qu'on va valoriser toute sa vie. Donc, on va à l'école, on apprend à être charpentier, et puis on a des compétences, et ces compétences, on va les louer toute sa vie et créer un rendement. Dans cette vision-là, l'éducation est un investissement, et c'est un investissement dont le retour sur investissement est l'argent que vous gagnez dans votre travail. Alors, il y a un graphique qui est intéressant à comprendre. Je peux écrire là-dessus? Ah, super. Il y a un graphique qui est très intéressant à comprendre, c'est que
tout le monde a une courbe de revenus dans cette théorie, et cette courbe est plus ou moins élevée. C'est-à-dire que vous pouvez modéliser n'importe quelle personne en vous disant que passer la période d'investissement, d'ailleurs c'est plutôt une courbe comme ça, donc vous avez une période d'investissement, qui sont les études, et cet investissement crée des rendements. Donc ça, par exemple, on peut dire, vous êtes apprenti, puis ça, c'est sans doute la courbe polytechnicien, par exemple. Vous voyez, l'investissement est plus long, plus dur, plus coûteux, mais la courbe de revenus sur toute la vie est plus élevée. Alors, dans cette théorie, il ne faut jamais, jamais, jamais changer de course. Pourquoi? Parce que, imaginez que vous... Alors, j'ai pas d'autres, si j'en ai un. Imaginez que vous découvriez Switch.co. Quel est l'impact? C'est que, tout simplement, ici, disons qu'ici, vous avez un break et vous décidez de changer de vie. En fait, cette période d'investissement que vous allez devoir réinvestir, le coût ne va pas être simplement l'investissement, mais le coût va être cette intégrale. Ça va être tout ce que vous allez perdre dans le futur d'avoir à un moment cassé le rendement. Et c'est pour ça que c'est très paralysant, en fait. Parce que, évidemment, tout le monde ne le rationalise pas comme ça, tout le monde n'a pas cette courbe linéaire dans sa vie, mais les gens se rendent bien compte de ça. Les gens se rendent bien compte que changer de parcours, c'est un chemin à voie unique, qu'on n'est pas dans une société très flexible, et que donc la seule façon… Et en plus, c'est assez marrant parce que dans cette vision-là, la seule façon de changer de cours, c'est de réinvestir dans un nouveau capital. Mais ça, c'est très particulier parce que tous les systèmes qui reposent sur le capital humain sont des systèmes où les formations sont inflationnistes. Vous savez combien il y a de formations en France? Dites un chiffre, on rigole. Combien il y a de formations reconnues par l'État, certifiées, dans lesquelles vous pouvez faire? Oui, allez, lancez-vous. 500 000, ouais, c'est le chiffre. 500 000. Tu as dit 500 000? D'accord. Il y a plus de 500 000 formations accréditées par l'État en France. Plus de 500 000. Vous savez que la meilleure formation, moi, qui me fait rêver, parce qu'à chaque fois que je passe devant dans le 8e, je suis halluciné, il y a une école d'hôtesse en France. Mais pas hôtesse de l'air. Hein. Hôtesse de salon. Hôtesse de salon. Et vous passez devant dans le 8e, c'est juste à côté de… Vous savez, il y a Saint-Augustin, l'église. Il y a une sorte de Starbucks au coin. Il y a une petite rue là derrière, je ne sais plus comment ça s'appelle. Passez dans cette rue, il y a un panneau en or, École française d'hôtesse. Et quand vous passez à l'heure du déjeuner, il y a 400 hôtesses sur le trottoir qui parlent de trucs d'hôtesse. Alors un jour, ma curiosité m'a fait arrêter. Je lui ai dit, vraiment, il ne faut pas le prendre mal. C'est vraiment par curiosité, mais vous apprenez quoi? Elle me dit, bah, on apprend à se tenir, on apprend à sourire, on apprend avec ça. Et la formation, elle dure combien de temps? C'est un BTS en 2 ans. 2 ans. Et il y a un type assez dingue pour s'être dit, ah bah les salons, ils demandent plein de gens. Ça ne s'apprend pas sur le tas, hein, évidemment, d'être hôtesse. Hein. Vous rigolez tous, mais c'est sérieux comme histoire. Et c'est malheureux parce que en plus, tout le monde est victime de ce système. En France, on a formé 70 000 personnes à la technologie Flash. Puis Steve Jobs a lancé l'iPhone, donc Flash passé par la fenêtre. Et donc, on a lancé une formation pour les 70 000 qu'on avait formés. Et c'est sans fin, en fait, comme histoire. Parce que la théorie du capital humain, c'est que comme la seule façon de valoriser son travail, c'est d'avoir du capital, eh bien, il faut être dans une course permanente à la création de capital. Alors, il y a une contre-théorie qui s'appelle la théorie du signal. Alors, la théorie du signal, elle dit quoi? Elle dit que les études n'ont pour but que de permettre de donner un signal aux gens sur vos capacités et vos aptitudes. Donc, par exemple, c'est pour ça que 80% des gens qui font philo dans les pays anglo-saxons finissent banquiers, chefs d'entreprise, hommes d'affaires, speakers, journalistes. Pourquoi? Parce qu'on se dit, philo, c'est quoi? C'est une capacité à parler, une capacité à raisonner, une capacité à abstraire. Et donc, on regarde tous les métiers où ça peut être utile et on se dit, bah, il est premier, donc il est très bon, donc on va lui donner un poste très prestigieux.
Mais on s'en fiche de ce qu'il a fait. Et c'est comme ça que vous avez tous ces gens qui font poésie subsaharienne et qui finissent PDG d'un groupe du Fortune 500. Histoire réelle, ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens dans ces situations-là valorisent non pas le capital qu'ils ont acquis, mais le signal qu'ils ont démontré en étant excellents dans un job. Et alors, dans la théorie du signal, les courbes sont différentes, puisque les courbes ressemblent plutôt, alors j'ai plus assez de couleurs, mais je vais le faire à côté de ça. Les courbes de vie de quelqu'un ressemblent à ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous faites quelque chose d'extraordinaire, on s'en fout de vos études, on s'en fout de votre capital, vous avez simplement démontré que vous étiez, c'est comme un signal, et donc ce signal, il est perçu par l'agent qui vous fait changer d'échelle. Et alors, c'est toutes les sociétés relativement méritocratiques. Ça, c'est la France de l'après-guerre, la théorie du signal. Parce que comme tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé dans la France de l'après-guerre? C'est que comme tout le monde n'a pas pu faire d'études pendant 10 ans, on a été obligé de prendre des gens, non pas sur la base de leurs études, mais sur la base du signal. Bon, après, on a rattrapé avec les grandes écoles tout ça. On a instauré les concours en 72, etc. Mais il y a eu 20 ans, 30 ans, pendant laquelle la France, on pouvait commencer, par exemple, moi quand j'étais petit, on avait un voisin, il a commencé garagiste et il a fini patron de Noroto. Aujourd'hui, c'est fini, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une forme de rigidité, on est revenu à la théorie du capital. Alors les États-Unis restent un pays relativement signal, de moins en moins. S'il y a un truc qu'ils sont en train de perdre à une vitesse folle, c'est justement la théorie du signal, parce qu'il y a un phénomène, alors ça c'est là où ça devient une blague, c'est que maintenant la théorie du signal ne permet plus de sélectionner parce qu'il y a trop de stock. Il y a plus de gens diplômés aux États-Unis l'année dernière en maths que de mathématiciens dans l'histoire de l'humanité. Vous imaginez? Il y a plus d'ingénieurs l'année dernière diplômés aux États-Unis en tant qu'ingénieurs qu'il y a d'ingénieurs dans l'histoire de l'humanité. Et ça s'applique à peu près n'importe quel domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une inflation sur les 10 dernières années du nombre de gens qui ont accès aux études supérieures. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un marché qui devient trop liquide? Eh bien, on le rigidifie et on crée des sélections parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, on est dans un monde où la quantité de travail ressemble à ça et la quantité de talent ressemble à ça. Vous le voyez le problème venir? Alors, nous, à The Family, on tient un Excel à jour où on a toutes nos startups et combien d'emplois elles détruisent. Et si toutes les startups de The Family fonctionnent, il y a 25 millions d'emplois en France qui disparaissent. Alors évidemment, toutes ne vont pas fonctionner. Mais c'est un micro-phénomène. The Family est juste un micro-phénomène d'une tendance beaucoup plus large où de toute façon, les gens, en tant que consommateurs, continueront pas à vouloir créer des emplois sous prétexte que ça crée des emplois. Ils voudront que les emplois des autres, ils s'en foutront, puis leurs emplois, eux, ils voudront les protéger. Et cette schizophrénie-là, en fait, c'est la tension entre ces deux sujets. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Ce n'était pas pour faire un cours de microéconomie. C'était parce que, en tant que personne, vous devez vous positionner par rapport à ça. Vous devez vous positionner par rapport à ça parce qu'il y a 3 choses qui arrivent et qu'on va tous prendre de front. La première chose, c'est que je suis sûr que dans cette pièce, 80% des gens n'auront plus le travail qu'ils ont actuellement dans 10 ans. Et c'est à peu près vrai pour tout votre entourage. C'est qu'il y a très peu de fonctions aujourd'hui où il n'y a pas une machine qui va les remplacer. Et d'ailleurs, détrompez-vous, plus vos fonctions sont prestigieuses, plus la probabilité qu'une machine les remplace est élevée. On a souvent cette intuition que les métiers qui vont être remplacés sont des métiers bas de gamme. Faire un robot qui ramasse les poubelles, c'est beaucoup plus dur que de faire un robot qui remplace un avocat. Et il y a plein de raisons à ça, il y a plein de raisons compliquées, et notamment l'une des raisons compliquées, pour un petit moment d'histoire, c'est que votre cerveau est une machine exceptionnelle. L'ordinateur le plus puissant du monde, par rapport à un cerveau humain, ça se positionne où d'après vous? Comment? Au-dessus? Ok, aujourd'hui l'ordinateur le plus puissant du monde a la capacité de calcul d'un chien. L'ordinateur le plus puissant du monde, qui prend 4 hangars, qui consomme une demi-centrale nucléaire, qui est utilisé par la NASA pour envoyer les hommes sur Mars,
a à peu près la puissance de calcul du cerveau d'un chien. Alors, quelle est la particularité de votre cerveau? La particularité de votre cerveau, c'est que la majorité de la puissance de calcul n'est pas utilisée pour la conscience. La conscience utilise à peine 5% de la puissance de calcul disponible. La majorité de la puissance de calcul disponible dans le cerveau, elle est à 3 fonctions. Elle est aux fonctions vitales. Par exemple, l'une des fonctions vitales qui utilise le plus la puissance de cerveau, c'est la digestion. Pourquoi on est tellement crevé quand on mange trop? Tout simplement parce que le fait de coordonner des centaines de milliers d'enzymes, d'hormones pour vous faire digérer, c'est un boulot de parallélisation dingue. Et par exemple, la deuxième fonction, c'est l'ensemble des réflexes psychomoteurs, de l'équilibre, etc. Par exemple, pour faire un ordinateur qui sache faire ça, il faut une salle de calcul entière en fait. C'est hyper dur. Quand vous savez les vidéos où on voit des machines faire des trucs impressionnants, en fait ce qu'on ne vous dit jamais sur ces vidéos-là, c'est que derrière il y a des supercalculateurs qui tournent comme des malades. Donc la machine en fait a une particularité, c'est que la machine est incapable de faire des tâches qui sont évidentes pour les humains, rattraper une poubelle, sortir un chien ou je ne sais pas quoi. Mais par contre, elle est capable de se spécialiser, comme votre cerveau ne sera jamais capable de se spécialiser, sur des choses précises. Par exemple, nous, on est actionnaire d'une boîte qui s'appelle Ross, je ne sais pas si vous regardez Suits, Mike Ross, je pense que ça s'appelle Ross. Ross, c'est la première interface en langage naturel d'aide à la documentation des avocats. Vous avez une interface qui vous dit « Hey Mike, how are you? What do you want to look today ?» Et puis vous dites « Ah, j'ai un problème, j'ai un procès, machin, un truc. » OK, I find 5 cases. Et là, les cases apparaissent. C'est de la science-fiction, ça s'est déjà utilisé dans les plus grands cabinets d'avocats américains. Par exemple, il y a un cabinet là qui est en train de remplacer ces 200 documentalistes par Ross. Parce que pour un humain qui va dans une bibliothèque chercher tous les documents liés à un procès, etc., ça coûte une fortune. Une machine sera toujours meilleure à faire ça. Donc, ce n'est pas le risque sur l'emploi. D'ailleurs, quand vous regardez nos politiciens, on pense tous que c'est les taxis qu'il faut protéger. Mais les taxis sont un micro-phénomène de quelque chose de beaucoup plus large, qui est qu'à peu près n'importe quelle fonction intellectuelle spécialisée est en fait une fonction faussement intellectuelle. Et notamment parce qu'on s'est énormément trompé sur ce que voulait dire l'intelligence pendant longtemps. Par exemple, est-ce que jouer aux échecs demande de l'intelligence? Non, ça ne demande pas d'intelligence, ça demande de connaître tous les coups par cœur. Mais on ne sait pas faire ça. Donc c'est pour ça que c'était une fonction intelligente. Parce qu'il fallait que l'intuition prenne le dessus sur notre incapacité à retenir l'ensemble des coups. Mais une machine, elle vous écrase là-dessus. Pourquoi c'est un drame qu'une machine vienne de battre un joueur au Go? Parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qui nous reste? Si même le Go ne va plus être fun et qu'il n'y aura plus de doute. Donc, si vous comprenez cette tendance de fond et si vous êtes d'accord avec cette tendance de fond, vous comprenez qu'en fait, on va tous avoir un problème. C'est qu'au-delà du problème social, on va dire, d'organisation de nos sociétés et de la protection sociale dans nos sociétés, on va avoir un sujet évident qui est qu'est-ce qu'on va faire de nos journées. Et comment on va sélectionner les gens pour faire quelque chose dans nos journées. Et je pense que c'est là où en fait le fait d'avoir un but, d'avoir quelque chose qui nous anime, change la donne. Il change la donne parce que c'est finalement le dernier rempart contre le spleen généralisé. Et on va revenir un peu, vous savez, les sociétés élitistes de la Renaissance étaient des sociétés très particulières parce que les arts et la littérature et le théâtre et la musique s'y sont développés parce que les gens s'ennuyaient à mort. Vous êtes nourris, vous êtes logés, vous avez tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous faites de votre journée? Vous devenez Michel-Ange, vous devenez Léonard de Vinci, etc. Alors, le problème, c'est combien d'étudiants dans l'atelier de Raphaël à la Renaissance? Plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Combien d'étudiants en sculpture, en peinture à la Renaissance? Plusieurs dizaines de milliers. Ce n'est pas un micro-phénomène. Alors, surtout dans des sociétés où 90% des gens étaient à la ferme et n'avaient pas d'autre avenir que de nourrir les gens qui sculptaient. Donc c'était remplacer ça par les robots, remplacer la fonction support par les robots, et vous voyez le type de société qui nous attend. Et c'est pour ça que dans ces sociétés-là, si vous n'avez pas une définition très intime et très profonde de ce que vous voulez faire, si vous n'avez pas un goût du risque et si vous n'êtes pas prêt à simplement vivre comme vous avez envie, à un moment ou à un autre, vous aurez un coup près sur la tête,
Et à un moment ou à un autre, quelqu'un viendra vous raconter que bah, il est vraiment désolé, mais bon, aujourd'hui, c'est votre boulot qui passe à la trappe. Définir sa vie comme la somme de ses revenus est beaucoup moins importante que définir sa vie comme la somme de ses plaisirs. C'est la seule façon de s'en sortir. Alors, rêvez pas. On ne peut pas s'en sortir en allant convaincre la société de changer. Les sociétés ne changent pas, les sociétés sont bouleversées. Et les sociétés sont bouleversées parce qu'à un moment, elles n'ont plus d'autre choix que de changer. La meilleure façon de faire changer le monde, c'est de changer soi-même. C'est bateau comme phrase, mais c'est tellement vrai. Et c'est une phrase qu'on oublie très souvent parce que si vous regardez l'engagement associatif de la plupart des gens qui essaient de changer le monde, ça a toujours donne l'impression de coup d'épée dans l'eau et on se dit mais ça ne sert à rien parce qu'eux-mêmes ne changent pas. C'est ça le problème en fait. C'est qu'il faut admettre en fait que le monde ne changera pas. Donc il faut admettre cette perte financière. Il faut admettre qu'il n'y a pas d'autre moyen que de voir cette perte financière comme un investissement dans son bonheur. Et il n'y a pas de secret. Hein. Vous prenez tous les gens, il peut se passer quelque chose d'exceptionnel. Il peut se passer que ta courbe initiale, grâce à cet investissement, fasse un truc comme ça. Et que l'énergie que tu mets, tu vois, c'est une forme d'énergie cinétique, tu tires la courbe. Mais c'est pas prévisible. Si tu le fais pour ça, tu as de grandes chances de te décourager parce que ce n'est pas une KPI que tu peux suivre. En général, la plupart des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie en faisant ce qui leur plaît, c'est toujours un accident. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui fait quelque chose qui lui plaît vraiment et qui gagne profondément sa vie et que ce ne soit pas un accident. C'est toujours un truc, j'écrivais des bouquins et puis ils ont commencé à se vendre. Je suis J.K. Rowling, quoi. C'est pas un jour dit je vais écrire un bouquin mais je vais devenir milliardaire. Non, jamais elle aurait pu imaginer devenir milliardaire. Et c'est à peu près vrai pour n'importe quel entrepreneur, n'importe quel artiste, n'importe quelle fonction sociale un peu divergente. Si tu es drivé par l'argent et si cette courbe te fait peur, bah, tu n'as pas d'autre choix que de continuer à vivre cette courbe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette courbe, elle a un horizon de temps, quelque part par là, où elle va faire ça. Et donc tu te dis, ok, étant donné que l'avenir n'a jamais été aussi incertain, est-ce que cette histoire et cette courbe existent toujours? L'année dernière, il y avait un article sur les étudiants de grandes écoles. Qui ici a fait une grande école, par exemple? Levez la main, n'ayez pas honte. Mais grande école au sens français du terme. Je n'ai pas sur ces trucs. Voilà, donc je m'en doutais. Il y a eu un article qui était fascinant dans le monde sur le spleen des grandes écoles. Alors, il y a deux façons de voir ce spleen. Il y a la façon dont la plupart des jeunes diplômés le voient, qui est « on ne me donne rien à la hauteur de mes attentes ». Et il y a la façon outsider de voir ce spleen, qui est de dire « tu ne mérites rien qui soit lié à tes attentes ». Parce que, il ressemble à quoi le monde dans lequel on vit? Le monde dans lequel on vit, à peu près tout ce qu'on veut apprendre s'apprend. Le monde dans lequel on vit, à peu près n'importe quel savoir qu'on veut avoir est accessible. Et le monde dans lequel on vit, le risque de tomber à zéro a pratiquement disparu. En France, quand on vient de ce milieu-là et qu'on a la chance d'avoir fait des études et de savoir à peu près faire quelque chose de ses 10 doigts, on finira jamais au point de finir à la rue. Ce risque disparaît. Et donc tout ça ensemble devrait être une population hyper preneur de risques, hyper motivé à faire des choses incroyables, hyper what the fuck sur cette courbe en disant mais de toute façon je ne vais rien foutre, c'est pas comme si je voulais acheter une maison, etc. Enfin, c'est fini tout ça. Et en plus dans un monde où il n'a jamais été aussi facile de louer des choses et d'avoir des expériences spontanées de plaisir et de loisirs, etc., qui avant étaient très inaccessibles. Mais cette génération, elle vit dans un monde ancien parce qu'elle a eu l'éducation de dire parce que vous êtes à l'école, vous êtes trop fort, et parce que vous êtes trop fort, on va vous donner des choses. Alors maintenant, juste une histoire. Qui ici connaît Coursera? Ok. Alors, qui ici, entre nous, très honnêtement, juste pour ma curiosité, a regardé plus de 10 vidéos sur Coursera? Levez haut la main. Vous êtes 2. Ok? Coursera, c'est quoi? C'est une plateforme où un type a une idée à la con, il met une caméra à Harvard, Stanford, etc. et rend disponible. Laissez-moi juste vous donner un chiffre sur Coursera qui, moi, est un chiffre qui m'obsède, auquel je pense tout le temps, qui est que Coursera a 15 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Le premier cours qui a été mis sur Coursera s'appelle CS 101.
CS 101, c'est le cours de Computer Science de Stanford et qui a 3 caractéristiques très particulières. C'est qu'il est fait par le seul prof de Stanford qui doit être méchant. C'est une sorte de mec de l'Est un peu bourru qui dit aux étudiants « That's shit, go to your seat ». Dans une société où tout le monde vous dit tout le temps « Wow, that's okay, it's not the exercise I asked, but it's extraordinary. Like, you think out of the box. It's great, you're wonderful. » Donc t'imagines quand tu arrives dans ce milieu et que tu as un prof qui dit « That's shit, go to your seat ». Tu vas dire « Ok ». La deuxième caractéristique, c'est que c'est le seul qui n'a pas peur d'avoir des mauvaises notes. Parce que pourquoi tous les profs sont sympas? Parce que les élèves payent très cher et notent leurs profs. Et le salaire des profs dépend de la note qu'ils ont. Donc tu crées une sorte de boucle systémique où tout le monde est terrorisé de te dire quelque chose. C'est quand tu as un étudiant qui paye 80 000 $ l'année, tu ne peux pas ne pas être à la hauteur. Tu ne peux pas faire le cake, le clown, le machin. Donc tu es obligé de te surinvestir. Lui, il n'en a rien à foutre, c'est une légende. Il a inventé l'intelligence artificielle. C'est le mec le plus connu du monde. Quand les étudiants lui mettent 2 sur 20, Stanford dit oui, bon, on sait. Enfin, c'est bon. OK. Et la troisième caractéristique de ce type, c'est qu'à cause de tout ça, il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter d'être sur Coursera. Parce que quand Stanford s'est dit on va tester Coursera, ils se sont dit bon, à qui on va imposer ça parce que ça faisait chier tout le monde. Ils se sont dit ah bah lui il nous emmerde bien. Igor, tu vas sur Coursera. Bon, il s'appelle pas Igor mais l'histoire marche mieux avec Igor. Vous prenez le mec, vous le mettez sur Coursera. Vous avez 500 000 personnes qui s'inscrivent au cours. 500 000. Sur les 500 000, vous en avez 150 000 qui regardent toutes les vidéos. Sur les 150 000, vous en avez 50 000 qui passent le test. Sur les 50 000, vous en avez 15 000 qui réussissent le test. C'est le même test qui est passé aux étudiants de Stanford. Combien Stanford formait de gens par an dans ce cours? 30. Parce que personne n'y allait dans ce cours. 30. Sur une promo de 400 personnes, il y avait 30 courageux qui allaient dans ce cours parce qu'ils étaient plus solides et plus doués que la moyenne. Passer de 30 à 10 000. Maintenant, regardons ensemble les 10 000. Sur les 10 000, il y en a 7 000 qui vivent dans un pays du tiers-monde. Et sur les 7 000, il y en a 6 000 qui ont moins de 18 ans. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ce que ça veut dire pour les 20 ans qui viennent. Réfléchissez à ce que ça veut dire que d'un seul coup, sans que personne n'en ait parlé, d'un seul coup, pendant que nous, on a tous encore une vision hyper misérabiliste du tiers-monde, en mode faut leur envoyer des chaussures gratuites. Il y a des gens, plusieurs milliers, qui sont en train de se former avec les meilleurs profs du monde, aux meilleurs cours du monde, pendant que nos étudiants de grandes écoles sont en dépression et font des fêtes. Et ils alternent entre les deux. Et ils disent, je comprends pas, j'ai travaillé hyper dur en prépa, j'étais major à Polytechnique, on veut pas me nommer PDG. Non mais attends, elle est où cette histoire? Et d'un côté, cet effondrement et de l'autre, ce savoir, ça va finir par se rencontrer. Et il faut voir, par exemple, vous pouvez taper DJ Focus sur Google. Vous allez rencontrer un jeune garçon de 16 ans qui est au, je sais plus quoi, Bénin, Nigeria, je ne sais plus quel pays exactement, et qui a créé une compagnie électrique dans son village avec des vidéos sur Coursera. DJ Focus. Et quand vous lui dites pourquoi tu t'appelles DJ Focus, because it's very important to be focus. Vous avez un gamin de 16 ans dans l'Iowa qui a construit une centrale nucléaire dans son garage et la CIA a dû intervenir. C'est une histoire réelle. Avec, vous imaginez, la CIA qui débarque et les parents et qui disent vous êtes en train de construire une usine nucléaire. Ben non, il y a le petit là qui bricole. Hein et ben, votre petit est en train d'essayer de s'approvisionner en uranium. Histoire réelle. Et vous imaginez la tronche de l'agent de la CIA qui finit devant le gosse, quoi. Tout ça, c'est des micro-phénomènes qui vont devenir une majorité. Et ils vont devenir une majorité parce que c'est pas que le monde est en train de changer. Le monde a déjà changé et c'est juste qu'il y a toute une institution sociale qui n'est pas prête à l'accepter. Il y a toute une structure, une infrastructure qui empêche les gens de voir cette réalité en face. Et donc, quand tu regardes cette courbe, tu peux te dire, oui, effectivement, ça me bloque. Mais tu peux aussi faire le raisonnement inverse. Étant donné que toutes les courbes de tout le monde vont s'écrouler, c'est peut-être la seule forme d'assurance. Ça va? Pour le samedi matin, c'est... Encore, vous avez de la chance. J'ai bu hier soir, je ne suis pas en forme. Je rigole. Sur le fait que j'ai bu.
alors, The Family, c'est une société d'investissement qui investit dans des startups de la création jusqu'au développement. On a pris 358 startups en 2 ans. On en a 180 qui sont vivantes. On en a 53 qui vont bien. On en a 10 qui valent plus de 50 millions d'euros au dernier tour de table. Les startups les plus connues de notre portefeuille, on a Save, qui répare des téléphones portables, que vous avez tous dû voir dans la presse, que c'est devenu une press darling extraordinaire. Il embauche quand même 2000 personnes cette année. Donc, en 2015, il faisait 100 000 euros de revenus par mois en janvier 2015. Et en décembre 2015, il faisait 100 000 euros de revenus par jour, pour vous dire la croissance. On a 1001 pharmacies qui fracassent les pharmacies, qui est assez connu. On a Itch, qui est le grand sujet du moment, qui est en train de... C'est un concurrent de Uber Pop, et que les taxis, Uber, les VTC, les lotis et le gouvernement veulent interdire. Mais sinon, tout va bien. On a... qu'est-ce qu'on a dans notre portefeuille? On a Algolia pour les geeks, qui est une technologie de moteur de recherche. On a Whislash, c'est une entreprise intéressante qui réinvente le travail étudiant. Vous pouvez aller voir whislash.co. On a, qu'est-ce qu'on a comme ça? On a Agricool. Alors ça, c'est mes chouchous actuels. Agricool, c'est des conteneurs qui produisent des fraises en centre-ville. Donc c'est un conteneur. Alors un conteneur, ça a plein d'avantages par rapport à la nature. Vous pouvez contrôler la température, vous pouvez contrôler l'eau, vous pouvez contrôler la luminosité. Et donc vous pouvez produire des fraises toute l'année. Un conteneur Agricool de 26 mètres carrés produit autant qu'un champ de 6000 mètres carrés. Donc tous les gens qui disent qu'il faut de l'agriculture urbaine, on va mettre sur les toits, ils n'ont rien compris. Les toits, c'est quand même très compliqué parce que vous avez tous les problèmes de la nature plus tous les problèmes de la ville. Ça commence à faire beaucoup de problèmes en même temps. Là, dans un conteneur, c'est un environnement fini. C'est des fraises. Alors, il faut que j'arrête de dire bio parce que ça ne veut rien dire parce qu'elles ne sont pas naturelles. Mais il n'y a aucun pesticide, il n'y a aucun engrais, il n'y a aucun agent perturbateur. Elles sont produites toute l'année dans des conditions parfaites. Et c'est les meilleures fraises que vous ayez jamais mangées de votre vie. On n'a jamais vu quelqu'un aller au conteneur et manger une fraise et pas revenir en mode mais c'est pas possible, ça existe en fait. Donc il y a Agricool par exemple, c'est une boîte, si elle fonctionne, elle redéfinit complètement la chaîne de valeur maraîcher. Ils vont lancer les tomates l'année prochaine, les salades, les concombres, les aubergines, les courgettes, à peu près tous les fruits et légumes vont être produits. Pour vous donner une image, avec 200 conteneurs, pas grand chose, 200 conteneurs. Vous pouvez produire un panier de fruits et légumes d'hiver par 5 fruits et légumes par habitant à Paris par an. 200 conteneurs. Donc, et oui, et alors quand même le point le plus important chez Agricool, c'est que l'énergie est renouvelable parce qu'il y a des panneaux solaires et 90% d'eau de moins et pas de transport. Ce qui est, oui, c'est dingue parce que c'est des révolutions qui changent complètement la donne. Si vous prenez les deux d'Agricool, c'est des enfants de fermiers qui ont tout appris sur Google. Ils ont été sur Google, ils ont tapé comment faire un conteneur agricole et puis et ils ont été dans le garage de leurs parents, ils ont fait un conteneur. C'est assez fou. Alors, il y a deux façons d'ignorer les autres. Soit on les ignore, soit on en trouve d'autres pour être les autres. Il y a deux stratégies. Mais à un moment ou à un autre, il faut quand même être immunisé par rapport au signal social. Mais c'est ce que je racontais avec le resto, ce que je racontais avec le logement, etc. Pensez à vous-même tout ce que vous faites, non pas parce que vous aimez le faire, mais parce que les gens le font. Et vous verrez, quand vous commencez à vivre votre vie dans l'autre sens, à ne faire que ce que vous avez... dans Gargantua, dernier chapitre, ils imaginent l'existence d'un lieu qui s'appelle l'abbaye de Thélème, dont la devise est « fais ce qu'il te plaît ». Et Internet a permis l'existence d'une abbaye de Thélème virtuelle sans que les gens en prennent conscience. L'abbaye de Thélème, elle existe, elle s'appelle Internet. Tu peux être le type le plus weird du monde, tu peux être le type le plus unique, spécial, bizarre, tu trouveras toujours des mecs sur Internet qui te ressemblent. Tu n'as aucune excuse. Mais à un point, je sais pas, la dernière fois, j'ai un petit neveu, il me disait j'ai... je sais pas comment raconter pour pas que ça soit embarrassant pour lui, mais il est dans une sorte de trip là, sur tous les gens qui sont un peu nostalgiques du passé. Je me souviens plus du nom, mais
sais, tous ces punks là, un peu rétro. Ouais, partout. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Ou non, mais ouais, bon, peu importe. Et il me disait, ouais, à l'école, ils aiment pas ma façon de m'habiller, je sais pas quoi. Et je lui dis, bah, t'as été voir sur Internet s'il y avait d'autres gens comme toi? Il me dit non, et il a été voir sur Internet, et on a trouvé plein, donc il est encore plus extrême. Je sais pas si sa mère est contente, mais peu importe, ça passera, ça passera pas. Du moment qu'il est heureux, tu vois, c'est pas. Enfin, et je pense que. Par exemple, moi, je faisais un truc avant, alors je n'ai plus le droit de faire pour des raisons médicales, j'ai une femme médecin qui me casse les pieds. Mais avant, je portais une chaussure rouge et une chaussure noire. Alors c'était un truc que j'adorais, j'avais une Converse rouge et une Converse noire. Alors je peux plus porter de Converse parce qu'elles sont trop plates, et c'est pas bon pour le dos, mais. Et j'avais beaucoup, beaucoup mal au dos. Je disais, c'est bizarre, pourquoi j'ai mal au dos? Bah, tu changes de chaussures. Et je faisais ça parce qu'en fait, c'était la meilleure façon d'avoir une conversation avec les gens. Parce que c'était un truc, ça permettait en 3 secondes de classer psychologiquement les gens. Tu avais 4 grands profils. Le premier profil, c'est tu t'es trompé de chaussures. Donc ça c'est les rigoristes. C'est les mecs, la règle est la règle. Et en fait, mon pauvre vieux, tu ne connais pas la règle. Alors je sais pas si tu es au courant, mais les chaussures doivent être de la même couleur. Bon, alors ça c'était assez courant. Ensuite, il y avait les envieux. Oh. Ah putain, mais comment j'oserais jamais faire ça? Écoute, détends-toi, hein, vas-y, décoiffe-toi. Laisse-toi aller. Alors ensuite, il y avait tous les gens qui faisaient semblant d'ignorer. Et il y avait tous les gens, et alors la dernière catégorie, c'est ma catégorie favorite, qui disent « Ah ouais, ah mais oui, mais bien sûr, mais évidemment, en fait, tu fais ça pour signifier ta rébellion. » Et là, tu rentrais dans une longue conversation psychologique pour essayer d'étudier comment ton acte de rébellion était en fait un acte d'appartenance à la société, etc. Alors maintenant, j'ai la version pas drôle de ça, j'ai pas de lacet, même conversation. T'as pas de lacet. Bah non, j'ai pas de lacet. Et puis c'est la même chose. Mais c'est moins obvious. Et puis maintenant, il y a des chanteurs qui n'ont pas de lacet. Alors, ça fait plus genre, ah ouais, t'essaies d'être fashion, pas de bol. Laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Donc tu vois, mais ça montre en fait à quel point mais un détail insignifiant peut être such a big deal. Et tout le temps. Et alors, en plus, tu es dans des milieux professionnels un peu rigides, tu vois des patrons, des machins et tout, ça devient une blague après, quoi. Tu deviens le mec qui a une chaussure rouge et une chaussure noire. Et ça vient d'un film de Pierre Richard, je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Grand Blond. C'est à cause de ça que j'ai commencé à faire ça. Ça m'a fait tellement rire, ce truc. Vous devriez tous lire un livre, si vous ne l'avez pas lu. C'est un livre qui a été écrit par un gamin de 17 ans, qui s'appelait De la Boétie, qui s'appelle Petit traité de soumission volontaire, c'est ça? De servitude volontaire. Il a écrit ce livre, il avait 17 ans, je ne sais pas si vous imaginez. Je trouve ça incroyable. Bon, il avait comme tuteur Montaigne, ça doit aider à faire des progrès rapides, c'est l'Internet de l'époque. Montaigne, c'était Google, version 16e siècle. C'était, vous allez chez lui, vous posez une question, il va te donner la réponse. Mais ce livre, il est fascinant parce qu'il explique que la seule raison pour laquelle les tyrannies existent, c'est parce que les tyrannies sont voulues. Et que c'est une responsabilité collective. Et je pense qu'il y a plein de choses qui ont été écrites à travers l'histoire de l'humanité qui expliquent un peu qu'on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. On a des patrons rigides, pourquoi? Pour un salaire. Enfin, les gens, ouais, je sais pas. Raconter une histoire, peut-être. Je sais pas à quelle heure il est, parce que moi, si on ne me dit pas à quelle heure il est, je peux parler pendant trop. Vas-y. D'accord. Mais il est quelle heure? D'accord, 11h30. Ouais, d'accord. Je dois partir à midi. Vous me promettez de me dire avant midi? Ah bah ok, super. Génial. J'avais très peur quand j'étais jeune de ne pas avoir d'argent. Je me disais, si tout tourne mal pour moi, je vais finir clochard, etc. Et un jour, une amie m'a dit, mais si tu as si peur d'être clochard, tu devrais être clochard pendant une semaine pour voir ce que ça fait. Et j'ai trouvé l'idée intéressante et donc elle m'a déposé dans une ville sans argent,
sans téléphone, sans clé, sans moyen de retour. Et elle m'a dit, bah, on se revoit vendredi prochain à tel endroit, et elle s'est barrée. Et donc j'ai passé une semaine comme clochard dans cette ville. Alors en plus, la ville, c'est pas la ville la plus sympathique du monde, c'est Orléans, donc je vivais à Tours, Orléans. J'avais, je sais pas, 17, 18 ans, j'étais en terminale, je sais pas quel âge on est en terminale. Et en fait, c'était extraordinaire comme expérience parce que je suis passé par toutes les phases. D'abord 2 jours où j'ai souffert, parce que c'est affreux. J'en ai tiré une grande empathie en fait pour les gens dans la rue. Vous imaginez pas à quel point la nuit, quand vous êtes à un point fixe, tout a l'air inquiétant. Vous vous salissez à une vitesse dingue. Au bout de 2 jours, vous ressemblez réellement à SDF. Vous avez les ongles noirs, vous ne comprenez pas pourquoi. Les gens vous regardent bizarrement. Vous avez des mecs avec des chiens, vous avez les dealers. Enfin, c'est un truc de malade. Et 3e jour, d'abord sachant que ça ne durerait qu'une semaine, ça aide à être un peu différent. J'ai commencé à faire la manche et j'ai commencé à passer, en fait, vous savez, parce que vous commencez à avoir faim, mine de rien. Enfin, pour moi, c'était un record, personnellement. 2 jours sans manger, je ne savais même pas que c'était possible. Et donc, j'ai commencé à faire la manche, j'ai commencé à passer ce cap. Et le 3e jour, j'ai gagné assez d'argent pour aller à l'hôtel. Et le 5e jour, j'étais propre et quand elle est venue me chercher, elle m'a dit « t'as triché ». Quoi. Et en fait, d'avoir fait ça, je me suis dit « bon, bah, au pire du pire, je serais un bon clochard. » quoi. Mais ça a l'air con, mais en fait, et je fais souvent ce genre de truc. Hein. J'adore les simulations. J'adore simuler des choses juste pour voir comment. Et alors, il y a un truc aux US qui est génial pour ça. Vous avez des camps de simulation où vous pouvez simuler des trucs. Parce qu'il y a des gros psychopathes, vous savez, qui simulent des attaques terroristes, des incendies, etc. Et par exemple, je me suis toujours demandé comment. Imaginez que là, il y a le feu et qu'il y a vraiment un feu dangereux. Comment on réagirait? Je vous ai jamais posé cette question. Je me suis toujours posé cette question parce que je me suis toujours dit je vais rester calme, etc. Et j'ai fait ça aux US, d'être mis dans une pièce, un cinéma en plus, et les mecs ont foutu le feu. Et il fallait que les gens sortent, et vous imaginez pas la panique. Si vous avez beau savoir que c'est une simulation, il y a quand même du vrai feu. Vous êtes beau savoir qu'il y a des pompiers, des mecs de la sécurité, qu'à tout moment ça peut être arrêté, vous piétinez en fait. Hein. C'est un truc. C'est un tel appel de vie, vous n'arrivez pas à bien vous comporter. Moi, j'en suis sorti avec une grande honte personnelle en me disant mais en fait, t'es ignoble, quoi. Parce que vraiment, il y a le feu, dégage. Et c'est drôle parce que les gens sont plus ou moins dominants, les gens sont plus ou moins agressifs. Je pense que je suis dans la catégorie des gens qui, quand ils pètent un fusible, enfin, faut pas rester à côté. Et dans ce genre de situation, je m'étais dit non, pas du tout, etc. Mais en fait, pas du tout. Et donc, je pense que c'est intéressant de se confronter à ce genre de choses pour mieux se connaître. Donc, pour ton patron, c'est ce qu'il te reste à faire, quoi. Clochard. Bon, merci beaucoup. Merci.